Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va introduire un nouveau format sur la chaîne que j'appellerai pour l'instant recherche et qui a pour but de venir étudier et commenter avec vous des parties de rapports d'entreprises technologiques ou crypto sérieuses et réputées pour essayer un petit peu voilà, de traduire des fois des rapports qui sont en anglais un peu complexes et d'essayer de sortir les infos principales en français, plus des commentaires qui peuvent être intéressants dans le but de vous aider à prendre vos propres décisions, à faire vos propres recherches. On a vu dans d'autres vidéos que c'était pas forcément évident. Donc ce format-là, il va être, dédié à ça, justement étudier, des rapports qui sont parfois longs, voilà, comme j'ai dit en anglais et vous amener l'information, de manière simplifiée. Aujourd'hui, on va commencer avec un rapport assez attendu et assez connu dans l'univers, crypto, c'est, le rapport annuel d'ACZ, donc qui est un fonds d'investissement, dans les valeurs technologiques américain, il me semble et qui est assez sérieux, assez réputé pour avoir investi dans plein de projets sérieux. Par exemple, ils ont investi dans Avax, dans Celo, dans Flow, dans ICP, donc Internet Computer, Near Protocol, Solana, Uni, donc ils savent quand même, bien choisir leurs projets. Ils ont des grosses équipes et ils ont, il me semble, alors c'est pas que de la crypto, mais ils ont 35 milliards d'actifs sous gestion actuellement, uniquement dans la technologie et donc chaque année, ils publient un rapport sur l'état de la crypto et qui est scruté et attendu, par beaucoup d'investisseurs et beaucoup de participants, à cet écosystème et donc du coup, on va s'en servir, de ce rapport pour faire plusieurs vidéos et aujourd'hui, on va voir ce qu'ils pensent, qu'ils ont écrit sur le Web3, donc d'où ça vient, peut-être les définitions, ce qu'ils pensent pour le futur, qu'est-ce que ça va permettre de faire, donc plein de questions qu'on peut se poser, nous-mêmes et essayer d'y voir plus clair sur un terme qui n'est pas toujours bien compris ou bien défini de la part de ceux qui le prononcent. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est la première page du rapport, donc il fait 56 pages, qui n'est pas non plus énorme, il y a beaucoup d'images, mais qui peut commencer à être conséquent pour certains, donc on va voir ça ensemble. Et la partie Web3, c'est tout simplement la première partie du rapport. Donc il commence déjà par qu'est-ce que le Web3, donc c'est intéressant de définir déjà de quoi on parle. C'est pas mis dans le rapport, mais il faut savoir que c'est un terme qui a été créé en 2014 par Gavin Wood, hein, qui était un cofondateur d'Ether aux côtés de Vitalik. Donc c'est lui qui a minté, qui a créé le terme pour la première fois. Et donc là, sur cette première page, ils se servent au final de la définition aussi de Web 1 et Web 2 pour définir Web 3. Donc on nous dit que la première ère d'Internet, grosso modo, entre les années 90 et 2005, c'était surtout des protocoles ouverts et décentralisés qui étaient gouvernés par la communauté et la plupart de la valeur était concentrée au bout ou aux extrémités du réseau, c'est-à-dire les utilisateurs et les constructeurs. La seconde ère d'internet, entre 2005 et 2020, pour moi qui est pas encore fini le web 2, mais bon, c'est ce qu'ils mettent eux, c'était surtout des services centralisés, sous forme de silos, donc avec un peu de communication, entre eux et la plupart de la valeur est dans ce cas-là, concentrée aux mains de larges, tech companies, donc les, grosses entreprises de la tech, Facebook, Amazon, les GAFA, ceux qu'on connaît, donc qui proposent, les services, mais qui, récupèrent, la plupart de la plus-value et la valeur qui est générée. Souvent au travers de nos données d'ailleurs, hein. Après on nous dit que là on commence la troisième ère d'internet, même si on n'est pas encore en plein dedans, mais bon, on commence à voir apparaître cette évolution, que beaucoup appellent le Web3, qui combine au final la partie décentralisée, gouvernée par la communauté de la première ère d'internet, donc le Web 1, avec les avancées et les fonctionnalités modernes du Web 2, et c'est supposé déverrouiller ou rendre possible une nouvelle vague de créativité et de création d'entreprises, de nouveaux business models. Ça, c'est une première définition qui est proposée par ACZ de qu'est-ce que le Web3, donc qui n'est pas forcément très complète, mais qui donne déjà une première idée de ce qui se cache derrière cette notion et qu'on va venir compléter avec la suite de cette partie sur le Web3. Donc là, on va voir pourquoi le Web3 c'est important. Et donc ACZ commence avec le constat qu'Internet tel qu'on le connaît actuellement, il y a des défauts, il est imparfait. Et avec ce qui est identifié en deux points plus importants, c'est l'autoritarisme digital. Donc tout ce qui est la surveillance de nos données. Là, bon, il y a clairement une référence à la Chine avec ce drapeau, avec par exemple voilà, le grand firewall chinois, donc avec une censure, un contrôle de ce qui est dit sur les différents réseaux sociaux, ce qui est posté en ligne, ce que les utilisateurs s'échangent, mais aussi on peut entendre une référence au CBDC, donc spécifiquement pour la Chine, le yuan numérique, qui va apporter encore plus de contrôle voilà, à la Banque centrale et à l'État chinois, avec des expérimentations de monnaie avec une date de péremption, et où on pourra diriger les citoyens vers utiliser leur argent de telle ou telle manière. En plus, avec les scores sociaux peut-être qu'ils ont en Chine,
On peut coupler ça avec l'utilisation de la monnaie, donc en fonction que si vous avez dit des choses qui peuvent être contre les intérêts du gouvernement, vous pouvez être sanctionné sur l'utilisation de votre argent. Par exemple, vous pouvez pas voyager en première classe, vous pouvez pas aller dans tel restaurant, vous pouvez pas aller dans telle partie. Donc bon, on peut aller dans des choses très poussées qui sont à notre porte, hein. On peut penser que c'est dans le futur, mais il y a des expérimentations qui sont faites dès aujourd'hui, et même en Europe et dans le monde occidental, voilà, on arrive sur de plus en plus de contrôle de notre vie privée, avec des restrictions, avec une collecte de nos données très importante. Et donc, ça peut aller nourrir cet autoritarisme digital qui est rendu possible. Et ça, c'est la deuxième défaut, c'est le monopole des grosses compagnies de la tech. Donc là, clairement, Facebook, Google, à travers YouTube aussi, Amazon et Apple, donc les GAFAM, hein, qui ont un contrôle total des services avec beaucoup de puissance. Et donc, c'est des entreprises qui sont encore plus puissantes que pas mal de pays dans le monde au final, avec beaucoup d'influence, beaucoup de cash flow. Et donc, ils font un peu ce qu'ils veulent et ils centralisent au final nos données. Et donc, ça, c'est clairement des défauts de l'Internet qu'on a actuellement. Ensuite, ils font le constat qu'après un début plutôt amical et coopératif, les acteurs du Web 2 sont devenus de plus en plus extractifs. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont aller chercher de plus en plus concrètement d'argent et de plus en plus de collecte de données sur les utilisateurs et de moins en moins coopératives entre elles. Et donc là, c'est ce qui montre sur les graphiques, c'est que la croissance, au début, on était plus sur de l'attraction, une base d'utilisateurs avec des services gratuits et une interface voilà, user-friendly, avec des services qui donnent de la valeur aux utilisateurs, avec de plus en plus voilà, une extraction des données et aussi avec de plus en plus de services voilà, payants pour accéder aux mêmes valeurs qu'avant. Et ensuite, en fonction du temps, voilà, il y a de plus en plus de compétition. On l'a vu récemment entre Facebook, Apple, des applications qui sont délistées sur l'Apple Store, sur Android, Microsoft qui veut racheter des studios, qui veut pas donner accès à certains jeux à ses concurrents. Donc au final, on retrouve des types d'entreprises en silo, avec de moins en moins de coopération entre elles et qui vont aller chercher de plus en plus à monétiser leurs utilisateurs au travers de leurs services. Ensuite, on nous dit que le Web3 va donner aux personnes des droits de propriété avec la possibilité de posséder un bout d'Internet. Donc le Web 1, ça consiste uniquement à aller consulter de l'information, hein, donc à travers les mails, les pages Internet, on nous met Internet Explorer, mais l'utilisateur pouvait uniquement voilà, lire de l'information sur Internet. Ensuite, le Web 2, donc Facebook, YouTube, WordPress, on va pouvoir aller encore lire de l'information, consulter, mais aussi écrire. Donc c'est ça qui a changé aussi, c'est donner un peu de la voix aux personnes, donc qui est de plus en plus réprimée, hein, à travers Twitter d'ailleurs, où on voit des politiques de censure de l'information, à travers Facebook aussi avec la modération. Mais au début, ça a donné la nouveauté, c'était vraiment aux gens de pouvoir s'exprimer, alors en bien ou en mal, hein, ça, chacun fera son analyse, mais c'est voilà, la différence entre le Web 1, cette possibilité de s'exprimer, de donner une voix aux personnes sur Internet. Et le Web 3, au final, ça combine un peu toutes ces possibilités, donc le fait de pouvoir consulter de l'information, écrire, s'exprimer en ligne, mais aussi de posséder une partie d'Internet. Donc là, on peut parler GameFi, le fait de posséder une partie du jeu, le fait de posséder des NFT qui peuvent avoir des droits de propriété, les NFT Soulbound, donc qui sont liés à un seul wallet qui ne peuvent pas être transférés. Donc c'est toute cette idée aussi d'avoir redonné un peu du pouvoir et de la valeur aux utilisateurs en leur permettant de posséder une pièce des sites, des protocoles, des plateformes qu'ils utilisent. Toujours dans la partie de pourquoi c'est important le Web3, c'est aussi que ça va permettre d'aligner tous les participants au réseau pour travailler ensemble vers un but commun, c'est-à-dire la croissance du réseau. Et ça au travers aussi de la répartition de la valeur. Donc, dans le Web 2, ceux qui récupèrent le plus de valeur, ça va être les investisseurs, notamment au travers des actions, hein, des paiements des dividendes de ces entreprises-là qui ont historiquement été parmi les plus rentables, hein, les Facebook, Amazon, même si on voit avec le bear market, l'environnement économique actuel, c'est en train de baisser, mais ça a été parmi les entreprises les plus rentables, hein. Si vous avez investi dans Amazon, dans Google, dans Facebook, voilà, c'est des noms qui font rêver les investisseurs. Si on disait, ah, si seulement j'avais investi dans les années 2000 dans ces entreprises quand elles n'étaient pas connues, ou qu'on pouvait pas savoir ce qui allait se passer, ben là, clairement, on retrouve cette répartition de la valeur sur les investisseurs initiaux, souvent. Ensuite, on va voir les créateurs, donc les Mark Zuckerberg, les Jeff Bezos, donc ceux qui ont souvent créé le service, qui sont aussi parfois investisseurs, hein. Il
ils détiennent souvent une part de leurs entreprises, une part importante, c'est pour ça qu'ils sont aussi riches. Ensuite viennent les créateurs, donc par exemple les créateurs de vidéos sur YouTube qui apportent beaucoup de contenu, qui apportent la valeur au réseau et aux autres utilisateurs, mais qui au final récupèrent seulement une très petite partie de la valeur dégagée par ces entreprises, au travers par exemple voilà, d'une partie infime des frais de publicité qui sont générés, ou des sortes de rémunérations, mais dans tous les cas toujours très faibles. Et ensuite les utilisateurs finaux qui ont un peu de valeur, parce que voilà, ça peut être intéressant de consulter, de regarder des vidéos, de lire des posts de blogs par exemple, mais qui au final ne gagnent pas d'argent en le faisant. Et au final, là où le Web3 va apporter une rupture par rapport à ce modèle qui concentre la valeur aux mains des investisseurs et des créateurs des entreprises, au final, de ceux qui construisent des entreprises, ça va être la répartition de la valeur qui se fait notamment au travers de tokens. Donc le projet va lancer un token ou va avoir une tokenomique, des incentives de détenir ces tokens sur le long terme. Et au final, les investisseurs, que ce soit initiaux, builders, les créateurs des entreprises, les créateurs de contenu, de NFT par exemple, et les utilisateurs, tous pourront détenir une part de ces tokens, même si bien sûr il y aura à mon avis quand même une concentration sur les investisseurs initiaux, le site capital, les créateurs du projet qui auront quand même une plus grosse part à jouer et une plus grosse part de la chair des tokens dans beaucoup de projets que les utilisateurs et les créateurs, même si dans un projet qui peut être bien fait, par exemple, j'ai pas forcément d'idée en tête, mais voilà, avec des whales qui peuvent rentrer tôt sur des projets, des créateurs de contenu qui vont savoir se démarquer des autres, qui vont savoir prendre le train au début, peut-être avec du contenu intéressant pour les utilisateurs, au final, qui vont pouvoir être rémunérés en token avec différents mécanismes, en profitant de la tokenomique, et au final, tirer son épingle du jeu et accumuler pas mal de valeur au travers des possibilités du Web3. Et donc, au final, sur cette dernière page sur le Web3 de ce rapport, on nous dit qu'il donne le pouvoir à un avenir collectif plutôt que celui qui serait dirigé par une entreprise ou un gouvernement, donc clairement qui ne serait pas optimal pour les citoyens de base, donc nous, qu'en évitant les points uniques d'erreur et de contrôle, hein, donc le fait que les réseaux soient centralisés, les données soient centralisées, mais déjà pour le contrôle c'est plus facile, donc si un gouvernement, si une grosse entreprise possède la majorité des données, elle va pouvoir en faire un peu ce qu'elle en veut au niveau de l'étude, faire des statistiques, diriger les participants de ce réseau-là. Mais aussi, il faut bien avoir en compte que tout ce qui est en train de collecte de données, avec des grosses bases de données d'utilisateurs, avec des adresses IP, avec des montants de transactions, avec des noms, des adresses mail, tout ça c'est aussi source de potentiels hacks, potentielles attaques, avec perte de données et des données qui s'émergent dans la nature. Et donc encore une fois, on le dit à chaque fois, voilà, on va collecter vos données, on va bien les protéger. Quand on voit les entreprises de cybersécurité, la NSA qui se font pirater, on peut très clairement douter. Au final, je pense qu'actuellement, il n'y a aucune base de données qui est vraiment sûre à 100%, et pas celle d'entreprises privées qui n'ont pas forcément mis le budget, ou même, et encore plus, voilà, de gouvernements qui n'ont pas forcément des systèmes actualisés, qui n'ont pas tout ce qu'il faut pour protéger ces données. Et avec idéalement le Web3 qui se posera en alternative avec un réseau décentralisé, résilient, équitable et pour tous les participants, avec des nœuds interconnectés et donc voilà, comme on l'a dit, plus résilient. C'est la fin de ce nouveau format sur le Web3, donc j'espère que ça vous a aidé à comprendre un peu plus les notions qu'il y avait derrière, pourquoi c'est important. Vous inquiétez pas, on refera des vidéos sur ce thème-là parce que ça va être important. Là, c'était vraiment une première approche au travers de nouveaux formats, donc qui est l'étude de rapports d'entreprises crypto sérieuses. Donc ce qui est envisagé dans ce rapport pour le Web3, c'est au final de redonner du pouvoir aux utilisateurs des différents sites internet, des protocoles, des services proposés par les nouvelles entreprises de cette troisième ère d'Internet. Voilà, quand on parle de pouvoir, ça peut être financier, ça peut être protection de la vie privée, mais voilà, c'est le fait de pouvoir participer au projet, en posséder une part, et donc posséder de la valeur. Plus on s'implique, plus on va pouvoir récupérer de valeur, avec supposément voilà, un système plus équitable, plus décentralisé, et donc moins concentré entre les mains de quelques grosses entreprises de la tech. Donc j'espère que ce nouveau format vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous mets aussi dans la description de la vidéo 2 liens importants, donc le premier vers mon guide d'investissement. Donc si vous êtes débutant pour bien commencer, comprendre les bases, n'hésitez pas à le télécharger, c'est gratuit. Et je vous mets aussi le lien vers ce rapport si vous voulez consulter par vous-même, voir les autres sections. Et je vous annonce aussi qu'il y aura d'autres vidéos faites sur ce rapport et sur d'autres, notamment sur les NFT, la GameFi, le métaverse. Donc on verra tout ça parce que c'est des thématiques qui vont revenir lors du prochain bull run. Donc c'est bien de se préparer dès maintenant pour pouvoir en tirer profit par la suite. Donc je vous laisse et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.